Bonjour. Maintenant que nous avons vu dans la vidéo 1 le combien, dans la vidéo 2 le comment, dans cette troisième vidéo, nous allons voir le quoi, c'est-à-dire quel type de produit vous allez essayer d'acquérir et pour quel type de clientèle. Premièrement, on va déterminer par zone géographique, par localisation. En fait, l'immobilier, et vous le savez sans doute, est quelque chose de très local. C'est un marché, un univers qui est très spécifique, on pourrait même dire un terroir. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte dans la manière dont est fixé le prix d'un bien immobilier, et la zone, la localisation, est sans doute la principale. Dans une localisation, il y a beaucoup de points qui rentrent en compte. On peut parler de la démographie, on peut parler du tissu économique, ou même parfois quelques critères, on va dire, psychologiques ou émotionnels. C'est vrai qu'il y a des villes qui ont une réputation parfois un petit peu négative, tant bien même les indicateurs économiques ou démographiques ne seraient pas si mauvais que là. Donc il faut bien comprendre que dans chaque zone et dans chaque localité, il y a des avantages et des inconvénients. Par exemple, les métropoles ont peut-être avoir un avantage d'avoir une demande locative plus élevée, mais d'un autre côté, les prix vont être plus élevés également et les petits portefeuilles auront plus de difficultés. Les biens en campagne vont avoir en général une plus forte rentabilité. Voilà, il faut bien à chaque fois sous-peser le pour et le contre d'une zone locative et baser ses choix sur des faits réels et pas sur des suppositions ou des clichés. C'est pour ça que, comme dans le monde de l'entreprise, une référence que l'on aime bien mettre en avant chez Investimo Club, il faut faire une étude de marché pour bien comprendre là où vous souhaitez investir. Donc, en termes de géographie, on va dire grosso modo qu'il y a deux manières de voir la chose. Premièrement, vous pouvez investir chez vous ou près de chez vous. Ça a de nombreux avantages et la plus commune, c'est effectivement que vous avez un accès rapide. Souvent, des gens me disent « Oui, moi je vais investir à côté de chez moi parce que comme ça au moins j'aurai un accès facilité au cas où et lorsque je devrais aller à la rencontre de mon locataire ou alors lorsque je vais devoir réaliser les travaux. » C'est un argument tout à fait valable. En plus, si c'est une zone que vous connaissez ou dans laquelle vous habitez vous-même, eh bien vous connaissez bien l'endroit, vous savez potentiellement quels sont les quartiers à éviter et quels sont les quartiers à préférer. Attention cependant avec cela. Attention aux biais de surestimation. En effet, et ça c'est des choses qui sont beaucoup étudiées dans la finance de marché, lorsque l'on croit connaître un endroit ou quelque chose, en l'occurrence sur les marchés financiers, une action ou une entreprise mieux, eh ben on va faire fi de données qui vont être à la portée de tous et peut-être prises plus en compte par un novice de la zone parce qu'il n'aura pas d'a priori positif. Lorsque vous connaissez la zone, vous avez peut-être des a priori positifs ou même à l'inverse des a priori négatifs. Donc faites attention, comme je l'ai dit juste avant, à bien prendre en compte des faits réels et pas des idées ou des pensées que vous avez. Choisir un endroit près de chez vous aussi peut être un mauvais calcul entre guillemets, dans le sens où on a de plus en plus tendance à bouger, à être mobile. Les gens sont de plus en plus mutés ou alors la flexibilité au travail donne des opportunités aux gens à des endroits qui ne sont pas là où ils résident actuellement. Donc pensez bien à ça, vous investissez aujourd'hui, mais en général, vous allez essayer de garder cet investissement quelques années, et donc où serez-vous dans 3 ans, où serez-vous dans 5 ans? Il peut être intéressant de choisir en plus d'un endroit chez vous, un endroit qui soit bien connecté en transport, TGV, avion, etc., pour que vous puissiez y revenir plus tard. D'ailleurs, ça fait une transition pour l'autre manière d'investir, si ce n'est pas chez vous, c'est hors de chez vous, à distance, loin de chez vous. Pourquoi faire cela? Imaginons que vous habitiez à Paris. Il y a beaucoup de gens qui me demandent lorsque j'habite à Paris, mais c'est impossible de trouver un bien avec une forte rentabilité. Moi, c'est mon objectif d'avoir du cash flow positif, mais à Paris, je ne peux pas. Et certains investisseurs font donc le choix d'aller investir ailleurs, dans d'autres villes, en province par exemple, où la rentabilité est meilleure, où les opportunités sont plus accessibles. C'est vrai que si vous allez acheter un studio dans une petite ville, ça coûtera nécessairement moins cher que le même studio à Paris. Et lorsque vous commencez à investir dans l'immobilier, ça fait une grosse différence, notamment auprès des banques.
C'est donc un point intéressant d'aller visiter des zones qui sont plus loin pour gagner de meilleures opportunités, pour gagner de meilleures rentabilités. Mais comme je viens de le dire, il est important de visiter. Allez visiter la zone dans laquelle vous souhaitez investir. Essayez de prendre 2 jours avec une nuit et vous marchez dans la ville. Vous allez découvrir des agents immobiliers. Essayez de vous imprégner de l'atmosphère et de vous donner un avis sur la ville. On l'a dit plus haut, une étude des marchés, c'est très bien. Cela peut se faire par internet, sur papier, de manière virtuelle, mais il est toujours important de ressentir concrètement le marché sur place. Enfin, plus loin, ça peut être également une zone que vous connaissez. C'est pas forcément une zone totalement inconnue. Prenons notre exemple de notre investisseur qui habite à Paris. Mais en fait, cette personne-là, il y a de grandes chances qu'elle ait vécu, qu'elle ait passé sa jeunesse dans une autre ville. Cette autre ville accueille probablement encore sa famille ou des membres de sa famille ou des connaissances. Et ça peut être une très bonne chose d'aller investir dans cette zone parce que, il y aura des gens qui pourront s'occuper du bien. Maintenant qu'on a parlé de la zone géographique, parlons du type de bien. Quand on parle de type de bien, on va parler des types d'appartements en premier, les T1, T2, T3 ou plus, mais également d'autres biens comme des parkings ou les locaux commerciaux. Les T1, l'avantage c'est que ce sont des biens peu chers et en général très liquides. Donc c'est parfait pour faire du meublé, une stratégie que l'on va voir tout de suite après dans la création de valeur. Mais ça voilà, c'est un type d'investissement classique, surtout pour commencer. Ensuite on a le type T2, donc avec une chambre, et là c'est, on va dire, le type de produit qui a le plus sur le marché locatif, parce qu'il s'adapte à de nombreuses situations, aussi bien pour des gens seuls, célibataires, qui recherchent un bien avec une chambre, ou un couple, jeune couple, qui aurait un départ dans la vie active dans une autre ville et qui souhaite trouver un logement pas trop grand avant d'avoir quelque chose d'un peu plus spacieux lorsqu'ils auront commencé à fonder une famille. Enfin, il y a un type dans les appartements, il y a les T3 et plus. Donc ça, c'est pour des projets qui sont un petit peu plus rares. Les gens en général vont louer un appartement jusqu'au moment où ils ont une famille et dans le schéma traditionnel, les gens vont ensuite essayer d'acquérir un bien. Pourtant, les T3 et plus peuvent être quand même intéressants parce qu'il y a quand même de la demande locative sur ce type de bien. Une famille qui débarque, qui est mutée à 4 personnes, dans un premier temps, elle va essayer d'être logée dans un T3. Donc cette cible de population pourrait être très pertinente. On pourra le voir après également, les colocations sont aujourd'hui des cibles qui rentrent tout à fait dans le cadre d'un appartement T3, T4 ou plus. Une alternative, si vous avez vraiment des petits moyens et que vous habitez dans une ville avec des prix exorbitants, les parkings. Donc je vous laisse regarder sur internet, mais c'est quelque chose de plus facile à acquérir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas du tout de gestion et les rentabilités sont souvent intéressantes avec ce type de bien. Un autre type de bien un peu particulier, ce sont les locaux commerciaux. Les locaux commerciaux, ce sont les murs que l'on loue à une entreprise, à un commerce. En général, en rez-de-chaussée des immeubles dans les villes. C'est complètement un autre domaine. Il y a des spécificités qu'il faut apprendre à connaître, mais c'est aussi une niche qui est très intéressante. Et comme pour les parkings, c'est intéressant parce qu'il y a très peu de gestion. L'autre point intéressant, c'est que c'est un marché constitué presque exclusivement d'investisseurs et les rentabilités sont potentiellement meilleures que sur des appartements. Voilà, nous avons parlé du type de bien. Il y a plusieurs manières de les exploiter, plusieurs manières de créer de la valeur autour de ces biens. C'est ce que nous allons voir maintenant au travers de 4 niches pour vous aider à créer de la valeur, à créer du flux ou du patrimoine pour atteindre votre objectif. Stratégie numéro 1, le logement étudiant. Donc ça c'est vraiment une niche qui est très intéressante parce que ça concerne beaucoup de villes et donc potentiellement vous pouvez avoir quelque chose proche de chez vous pour réaliser cette stratégie. L'important c'est d'avoir un bien qui soit de petite taille et proche des transports pour pouvoir acheminer les étudiants de votre logement vers leur lieu d'études. Pour cibler les logements étudiants, vous n'êtes pas obligé d'aller uniquement dans les grandes villes avec des grandes universités. Il y a aussi des villes plus modestes qui ont par exemple des centres de formation pour infirmières ou alors des centres de formation pour la fonction publique. Deuxième type
deuxième niche pour créer de la valeur qui est souvent utilisée, c'est la location saisonnière. Ça, c'est un concept qui s'est beaucoup démocratisé grâce à des plateformes comme Airbnb ou Abritel. L'avantage, c'est une rentabilité exceptionnelle. Une super rentabilité puisque, disons, un appartement que l'on va louer 400 € dans une ville de province type studio, en location saisonnière, on va pouvoir le faire à 40 € la nuit si on arrive à avoir un taux d'occupation de 100%, ce qui n'est pas au demeurant toujours très facile. On va pouvoir faire 40 € fois 30, c'est-à-dire 1200 € de revenus locatifs. L'inconvénient de cette stratégie et de cette niche, c'est la nécessité d'avoir du temps pour faire les check-in, les check-out. Il y a aussi aujourd'hui de plus en plus de voix qui s'élèvent contre les locations courte durée de la part des municipalités, mais également de la part de l'État, qui veut, à juste titre, essayer de récupérer des impôts sur ces types de locations. Par rapport à l'inconvénient du temps, sachez quand même qu'il est aujourd'hui possible d'automatiser une grosse partie des choses pour avoir ce type d'investissement sans trop de contraintes sur votre emploi du temps. Déléguer le ménage, déléguer le check-in, déléguer le check-out et automatiser toute la prise de réservation. Troisième stratégie qui apporte beaucoup de valeur, c'est la colocation. Comme on l'a dit juste avant dans le type de bien, les T3, T4 avec 2-3 chambres ou plus sont aujourd'hui des biens parfaits pour accueillir des colocations, c'est-à-dire accueillir plusieurs personnes qui cohabitent dans un même lieu. L'avantage, il est clair, c'est de rentabiliser le mètre carré, puisque pour 3 personnes, vous avez uniquement une salle de bain, une cuisine, et pour autant, vous avez un nombre de loyers qui est multiplié, donc un rendement plus élevé. Cela correspond à des tendances de logement nouvelles, pas uniquement dédiées aux étudiants, puisque aujourd'hui, il faut savoir qu'environ la moitié des gens qui vivent en colocation sont de jeunes actifs. Donc, pensez à la colocation si vous voulez créer de la valeur. Enfin, une dernière stratégie, une dernière niche dont je veux vous parler pour créer de la valeur, c'est l'investissement dans des immeubles de rapport. De façon schématique, acheter un immeuble, c'est acheter de l'immobilier en gros. C'est-à-dire, comme dans les produits de consommation standard, on obtient un rabais en investissant en gros. Un des avantages également, c'est de pouvoir avoir une gestion globale de votre acquisition. Il n'y a pas de copropriété, vous êtes le seul maître à bord, ce qui est un avantage majeur. C'est aussi un inconvénient parce que vous devez prendre en charge tous les frais et maîtriser tous les tenants et aboutissants d'un même immobilier, du sous-sol au toit. Le problème aussi, c'est que les immeubles sont en général hors des grandes métropoles, en tout cas pour ceux qui sont accessibles dans un premier temps. Après, effectivement, si vous voulez investir dans un immeuble dans Paris, et si vous avez accès à des financements de quelques millions, alors ça peut être une opération pertinente. Voilà, c'était la vidéo numéro 3 où on a vu le quoi de votre plan d'action. Dans la dernière vidéo, la vidéo numéro 4, on va parler du qui, c'est-à-dire on va parler de vous. Quelles sont vos forces, vos faiblesses et peut-être quelques schémas mentaux que vous pouvez avoir et qui vont vous permettre ou vous freiner pour atteindre vos objectifs. Je vous retrouve dans la vidéo numéro 4.